L'hiver de 1843 s'est abattu sur la haute vallée du Mississippi avec un froid si intense que les pionniers ont enregistré des températures 30 degrés plus froides que ce que leurs almanachs avaient prévu. Dans une modeste habitation d'une seule pièce près de Fort Snelling, au Minnesota, une famille s'est réveillée pour découvrir du givre recouvrant leurs murs intérieurs. Pendant la nuit, les flammes du foyer avaient considérablement diminué. Dehors, le thermomètre indiquait un glacial moins 41 degrés Celsius. Le père se leva avant l'aube, écartant soigneusement une couche de cendre du foyer, et fit une découverte vitale. Des braises rougeoyantes couvaient encore sous les résidus gris. Il les alimenta avec de l'amadou, ralluma le feu, éloignant ainsi une calamité potentielle. Un seul matin où le feu n'aurait pas été conservé, faute de braises ardentes pour rallumer le brasier, signifiait que la famille pouvait périr de froid avant que toute aide ne puisse les atteindre. Ce scénario était loin d'être rare. En effet, c'était un événement quotidien. Partout dans la frontière américaine, des plaines du Dakota aux forêts du Haut-Midwest, les pionniers ont enduré des hivers rigoureux où leur survie même dépendait de l'exactitude structurelle, d'efforts inlassables et de la volonté d'adopter l'expertise des autres. La cabane en rondin, souvent idéalisée comme un emblème d'autonomie robuste, était en réalité un ingénieux mécanisme de régulation thermique. Ces murs étaient loin d'être de simples empilements de bois. Ils étaient plutôt des défenses méticuleusement construites contre le vent, le froid mordant et finalement la mortalité. Les individus qui ont construit ces habitations n'ont pas inventé leur conception. Ils ont acquis des méthodes perfectionnées sur 5 millénaires, transportées à travers l'Atlantique par des migrants qui avaient enduré des saisons froides comparables en Scandinavie et dans le nord de la Russie. La question pertinente ne concernait pas la viabilité de la cabane en rondin en Amérique du Nord. Elle portait plutôt sur la question de savoir si les colons pouvaient la construire avec suffisamment d'habileté pour résister pendant la nuit. La cabane en rondin a été introduite en Amérique du Nord en 1638 par des immigrants suédois et finlandais. Le long de la rivière Delaware, ces immigrants venaient de régions où les températures hivernales descendaient constamment en dessous de 0 degré Celsius. Ils venaient de localités où le bois était abondant et où leur existence continue reposait à la fois sur la rapidité de construction et l'efficacité thermique. Ils ont apporté avec eux une méthodologie de construction qui avait fait ses preuves au cours d'innombrables siècles. Des indications archéologiques suggèrent que la construction en rondin est apparue à l'âge du bronze, vers 3500 avant notre ère, dans les régions boisées de Scandinavie et du nord de la Russie. Lorsqu'il est arrivé à la frontière américaine, ce n'était plus un concept expérimental. Au lieu de cela, il représentait une technologie minutieusement testée et validée. Son principal avantage résidait dans sa rapidité d'exécution. Une équipe expérimentée de constructeurs finlandais ou suédois pouvait ériger une habitation en seulement 24 heures. Leurs outils se limitaient à des haches. Pas de fixation, pas de menuiserie complexe, simplement des madriers interconnectés. Les sections de bois présentaient des entailles d'angle, conçues pour s'emboîter solidement. Une telle rapidité revêtait une importance capitale. C'était crucial dans des environnements où la saison froide pouvait commencer sans avertissement. Une habitation sûre était synonyme de survie. Cette méthode de construction se répandit rapidement dans toutes les régions frontalières. Sa propagation n'était pas due à sa nouveauté, mais plutôt à son efficacité démontrable. Les colons dépourvus de cette expertise traditionnelle, en particulier ceux qui tentaient d'improviser ou d'appliquer des techniques des régions plus tempérées, échouaient souvent à survivre à leur premier hiver. Cependant, la construction des murs ne constituait que l'étape préliminaire. Même les empilements de madriers méticuleusement entaillés présentaient des ouvertures. Les rafales pénétraient, la neige s'accumulait et les nuisibles s'introduisaient. L'édifice nécessitait un scellement, et cette procédure de scellement révéla la véritable ingéniosité d'ingénierie inhérente à l'habitation de la frontière. Les pionniers utilisaient deux types de matériaux, le calfatage et le torchis. Le calfatage comprenait des éléments de remplissage tels que du bois, des cales, des pierres ou de l'étoupe compressés dans les espaces plus larges entre les madriers. Le torchis servait de plâtre appliqué sur le calfatage pour former une couche extérieure sans joint et imperméable. Le torchis était loin d'être de la boue ordinaire. Il représentait une substance biocomposite méticuleusement développée par expérimentation itérative pour satisfaire des exigences précises. Sa base était constituée d'argile mélangée à du sable, incorporant parfois de la chaux pour améliorer sa rigidité. L'argile seule se fracturerait lorsqu'elle est exposée à des températures fluctuantes. À mesure que le bois se dilatait et se contractait, l'enduit devait rester souple sans se fracturer.
Pour conférer une résistance à la traction au mélange, les pionniers incorporaient des liants tels que la paille, la mousse et les poils d'animaux. De plus, ils introduisaient des graisses animales, comme le saindoux ou le suif, extraites d'animaux abattus, rendant ainsi l'enduit hydrofuge. Ce matériau résistait à l'eau, empêchait l'accumulation de glace et maintenait l'intégrité du joint malgré les cycles répétés de gel et de dégel. Cela représentait une science des matériaux pratiques, dépourvue de laboratoire, et une chimie apprise sans instruction formelle. Ces pionniers qui maîtrisaient cette technique ont survécu. Inversement, les individus qui échouaient affrontaient des hivers à lutter contre les courants d'air froid et à subir d'importantes pertes de chaleur. Les ouvertures présentaient un défi supplémentaire. Le verre s'avérant rare et coûteux, les premiers habitants ont conçu des solutions alternatives. Ils étendaient du papier sur les ouvertures de fenêtres et l'enduisaient de graisse animale jusqu'à ce qu'il atteigne la translucidité et la résistance à l'eau. D'autres employaient des vessies animales dans le même but. Une fois raclées finement et desséchées, celles-ci procuraient une faible illumination et une déperdition thermique négligeable. Bien que le confort fût secondaire par rapport à la rétention de chaleur, le bois lui-même offrait une isolation inhérente. Des bois robustes, tels que le chêne et le châtaignier, étaient répandus dans les territoires de l'Est et du Centre. Dans les forêts du Nord, les pionniers privilégiaient le cèdre blanc, le sapin ou le pin, car ces variétés présentaient une résistance à la pourriture et étaient plus faciles à travailler. La densité substantielle de ce bois empêchait la transmission de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Une habitation méticuleusement scellée et enduite pouvait maintenir une température interne considérablement plus élevée que l'environnement extérieur, même avec un feu faiblissant. Parallèlement, maintenir ce foyer allumé constituait une pratique courante. La collecte de bois représentait un travail ardu et périlleux. Les pionniers étaient contraints de s'aventurer dans des forêts glaciales, d'abattre du bois, de le ramener, puis de le fendre en sections utilisables. L'effort requis était colossal. Allumer un feu présentait un défi comparable. Bien que le silex et l'acier puissent allumer une flamme, dans des conditions glaciales, avec les doigts gelés et du petit bois humide, la procédure pouvait durer plusieurs minutes, voire plus. Aucun foyer ne pouvait se permettre de laisser son feu s'éteindre complètement. Par conséquent, chaque soir, avant de se coucher, le patriarche ou l'aîné des enfants effectuait le rituel de l'enfouissement des braises, les rassemblant en un monticule compact et les recouvrant ensuite d'une épaisse couche de cendre. La cendre servait de barrière isolante, empêchant l'apport d'oxygène et retenant la chaleur. À l'aube, les braises incandescentes restaient chaudes. L'amadou s'enflammait rapidement, l'habitation devenait douillette et la famille survivait. Néanmoins, lorsque les tentatives d'enfouissement du feu échouaient, avec des cendres déplacées et du bois consommé trop rapidement, les braises s'éteignaient. Si cela se produisait, les braises incandescentes s'éteignaient. La maisonnée faisait face à une crise périlleuse. Le seul recours consistait à obtenir du feu d'une habitation voisine. Un jeune ou un adulte enfilait plusieurs couches de vêtements, traversait l'environnement glacial, parfois sur plusieurs kilomètres, et revenait portant un seau métallique rempli de braises chaudes. Une telle action remettait en question l'idée du pionnier autonome. Survivre dans la nature sauvage nécessitait une assistance mutuelle. Une procédure d'enfouissement du feu infructueuse impliquait de dépendre d'une autre personne. Pourtant, certains pionniers ont conçu un remède plus durable. Les migrants allemands dans les régions du centre-ouest construisaient des maisons-granges intégrées, qui étaient des bâtiments plaçant les enclos pour animaux, soit immédiatement à côté, soit directement sous les zones d'habitation humaine. La raison était biologique. Un bovin, un équin ou un porcin produit perpétuellement de la chaleur. L'intégration du bétail dans l'enveloppe thermique de l'habitation permettait aux habitants de réduire l'effort nécessaire pour la collecte et la combustion du bois. Les animaux servaient de source de chaleur naturelle et sans énergie. Cette chaleur s'est avérée fiable et ne nécessitait aucun apport énergétique supplémentaire. Les ingénieurs agronomes du XXe siècle ont ensuite codifié ce concept, conseillant que les étables pour vaches laitières ne dépassent pas 10,4 mètres de largeur, afin d'optimiser la diffusion de la chaleur produite par les animaux, éliminant ainsi le besoin de chauffage supplémentaire. Le foin et la paille stockés dans le fenil en hauteur fournissaient une couche isolante supplémentaire, retenant efficacement la chaleur dans l'espace inférieur. Cependant, vivre à proximité du bétail présentait certains inconvénients. La transmission de maladies telles que le choléra, la tuberculose et diverses autres affections était facilitée lorsque les personnes et les animaux de ferme occupaient des environnements partagés et confinés. Les pionniers étaient conscients de ce péril.
Pourtant, ils l'enduraient pendant les conditions rigoureuses d'un hiver atteignant moins 40 degrés Celsius. La survie pendant les heures nocturnes primait sur toute considération concernant les pratiques d'hygiène futures. Cependant, il y avait d'autres éléments à prendre en compte. Le foyer lui-même fonctionnait comme un mécanisme de stockage d'énergie thermique. Les pionniers construisaient leurs foyers et conduits de cheminée en utilisant de la pierre ou de l'argile locale facilement disponible. Pendant la combustion, ces substances absorbaient la chaleur, la restituant ensuite dans l'habitation une fois le feu éteint. Un équilibre délicat était essentiel pour la construction. Un tirage suffisant était nécessaire pour que la cheminée expulse la fumée en toute sécurité. Cependant, un tirage excessif aspirerait l'air chauffé de la cabane, le remplaçant par de l'air extérieur glacial. Les foyers optimaux atteignaient un état d'équilibre. Une circulation d'air adéquate pour éviter l'accumulation de fumée, mais pas au point que la chaleur de l'habitation se dissipe plus rapidement que le feu ne pouvait la générer. Cela représentait une approche itérative de conception et de construction. Les ménages modifiaient, reconstruisaient et perfectionnaient leurs méthodes jusqu'à ce qu'une configuration efficace soit découverte. Endurer les températures glaciales ne constituait qu'un aspect de la difficulté. En raison de leur isolement, les pionniers étaient contraints de conserver des provisions suffisantes pendant les saisons d'été et d'automne pour les soutenir pendant les périodes où le réapprovisionnement était irréalisable. Une récolte infructueuse ou une tentative de conservation inadéquate conduirait inévitablement à la famine avant l'arrivée du printemps. Les premiers habitants ont construit des infrastructures spécialisées pour atténuer ce risque particulier. La cave à légumes n'était pas qu'un simple trou dans le sol. Elle représentait un microclimat méticuleusement conçu. L'objectif principal était de maintenir une température constante entre 2 et 5 degrés Celsius, ainsi qu'un taux d'humidité allant de 90 à 95%. Cette fourchette spécifique prévenait efficacement à la fois la détérioration causée par la chaleur et la dessiccation résultant de l'aridité. Ce résultat a été obtenu par les colons grâce à une planification et une construction méticuleuse. Ils ont creusé la cave sous la surface, utilisant la terre elle-même comme isolant. Sous la ligne de gel, la température souterraine maintenait un état relativement stable tout au long de l'année. Le sol était intentionnellement laissé en terre battue. Cette caractéristique lui permettait de retenir l'humidité, assurant ainsi que l'air restait humide. Les légumes racines, y compris les pommes de terre, étaient stockés sur des étagères en bois, ainsi que les navets, les carottes et les oignons, positionnés de manière à faciliter une circulation d'air adéquate. Une ventilation adéquate devenait cruciale à mesure que les légumes subissaient leur processus de vieillissement. Ces produits émettaient du gaz éthylène, ce qui accélérait à la fois les processus de maturation et de détérioration. Pour l'expulser, les colons ont intégré des conduits de ventilation. Le gaz est pour réguler la température interne. Bien que les conduits fussent de conception rudimentaire, leur objectif opérationnel était très précis, grâce à une gestion minutieuse de la température, des niveaux d'humidité et de la composition atmosphérique globale. Les colons étaient capables de manipuler les conditions environnementales, qui déterminaient combien de temps la nourriture resterait consommable. Leur compréhension de la chimie sous-jacente, selon les normes actuelles, était inexistante. Pourtant, les résultats pratiques leur étaient clairs. Un caveau à légumes bien entretenu était capable de conserver les produits, propres à la consommation pendant de nombreux mois, même dans les régions les plus froides. Les pionniers collectaient de la glace. L'entreprise s'avérait exceptionnellement ardue, lorsque les cours d'eau et les lacs se solidifiaient sur une épaisseur de 25 cm, voire plus épaisse. Des groupes d'hommes s'aventuraient sur la surface gelée, armés de scies et de grappins. Ils découpaient de gros blocs, pesant chacun des centaines de kilogrammes, puis les transportaient jusqu'à la berge. Par la suite, ces blocs imposants étaient acheminés vers des entrepôts de glace dédiés. Les matériaux isolants ralentissaient la vitesse à laquelle la glace fondait. La glace collectée en janvier pouvait se conserver pendant tous les mois d'été, maintenant ainsi des températures inférieures à 0 pour les produits laitiers, le poisson et diverses coupes de viande. Ce travail ardu était décrit par ceux qui l'effectuaient comme physiquement épuisant et intensément glacial. De plus, il était indispensable. Sans cette ressource gelée, les denrées périssables se gâteraient en quelques jours seulement. De plus, la conservation de la viande nécessitait diverses méthodes. Les chasses importantes fournissaient de grandes quantités de protéines. Cependant, cela dépendait de la capacité de la viande à être stockée. Les pionniers ont adopté des pratiques acquises auprès des populations autochtones. Une méthode particulière transmise aux hommes de la frontière par les Shoshones impliquait le fumage à froid. Cette procédure exigeait de la précision. Une tranchée de combustion était creusée. À quelques mètres de la fumerie, un conduit souterrain en pierre reliait la tranchée à la fumerie. Les fumées du brasier traversaient le conduit,
diminuant en température à mesure qu'elle progressait et entrait dans la fumerie à une chaleur réduite. Cela empêchait la chair de cuire. Au contraire, la fumée conservait la viande, laissant derrière elle de la créosote et d'autres substances qui entravaient la prolifération bactérienne et desséchaient les tissus. La viande correctement fumée à froid pouvait rester consommable pendant 2 ans. La distinction avec le fumage à chaud, où la viande est cuite et se gâte rapidement, était prononcée. Les pionniers qui comprenaient cette distinction survivaient, tandis que ceux qui ne le faisaient pas perdaient leurs réserves de protéines pour l'hiver. Une autre technique impliquait la mise en pot. La chair préparée était densément tassée dans des récipients et son dessus était recouvert d'une épaisse couche de graisse animale fondue. La graisse durcissait, formant un bouclier impénétrable qui bloquait l'oxygène et empêchait l'entrée des microbes. Cette fermeture sans oxygène arrêtait l'oxydation et la décomposition. La chair restait consommable pendant plusieurs semaines ou mois, conservée dans des sous-sols frais et secs. Le raisonnement était simple. L'absence d'air signifiait l'absence de détérioration. La mise en œuvre exigeait de l'exactitude. Même une discontinuité mineure dans le tissu adipeux pouvait compromettre le joint hermétique. Ces stratégies de conservation exigeaient un effort initial considérable. Les pionniers déployaient un effort maximal pendant l'été et l'automne, lorsque les conditions étaient favorables, pour se préparer aux périodes où le travail devenait impraticable. Ils creusaient des entrepôts souterrains dans la terre gelée, recueillaient de la glace par des températures inférieures à 0 degré Celsius et traitaient et fumaient la viande sans délai après une chasse, sans égard au confort personnel. L'énigme de la préparation était exceptionnellement grave. Le moment le plus propice à la récupération était simultanément la seule fenêtre de préparation. Fatigue profonde tout au long des saisons chaudes. Acquisition de meilleures perspectives d'endurance pendant les périodes froides. Les approches conçues par les pionniers américains reflétaient celles des communautés autochtones. Dans toutes les régions subarctiques de l'Alaska, les communautés Yupik, Aleut et Athapascan construisaient des habitations partiellement souterraines en tourbe. Ces constructions intégraient des charpentes en bois ou en os de baleine, enveloppées par d'épaisses couches de tourbe et de terre. Le schéma architectural exploitait les capacités d'isolation thermique de la terre, à l'instar des installations de stockage souterraines. Les habitations étaient compactes, avec des surfaces intérieures mesurant généralement moins de 1 mètre carré par personne. Ce volume restreint permettait à la chaleur corporelle et à de modestes lampes à huile de chauffer suffisamment l'enceinte. Les principes physiques sous-jacents étaient congruents avec ceux qui régissaient la conception d'une cabane de pionnier. Réduire la capacité d'air interne, optimiser la résistance thermique et sceller hermétiquement chaque ouverture. Les constructeurs autochtones de Sibérie et du nord du Canada employaient des méthodologies comparables. Cependant, les matériaux constitutifs variaient. Par exemple, en incorporant de l'os plutôt que du bois et de la neige au lieu de la tourbe. Mais les principes fondamentaux persistaient. L'endurance dans des lieux où les températures chutaient à moins 40 degrés Celsius nécessitait des solutions structurelles distinctes. Des conceptions architecturales efficaces, qu'elles soient l'œuvre de nouveaux arrivants européens ou de populations autochtones, aboutissaient finalement à des solutions identiques. Une telle convergence d'approches était loin d'être accidentelle. Le climat subarctique imposait des exigences thermiques intransigeantes. Les sociétés capables de satisfaire ces exigences perduraient, tandis que celles qui échouaient disparaissaient. L'habitat pionnier ne provenait pas d'un concept européen simplement transplanté sur un territoire vide. Au lieu de cela, il représentait une fusion d'idées. Par exemple, les nouveaux arrivants scandinaves ont apporté des méthodes de construction à emboîtement. L'assemblage de rondins, une méthode perfectionnée au fil des millénaires, était complété par les contributions des groupes autochtones en matière de fumage à froid, de fosses de stockage et d'expertise des ressources locales. Les immigrants allemands, pour leur part, ont introduit le concept de la maison-grange. Chaque communauté modifiait, évaluait et améliorait les techniques sous la contrainte implacable de l'environnement. L'hiver servait de processus de sélection rigoureux. Les techniques inefficaces étaient abandonnées, tandis que les réussies proliféraient rapidement. La conception de la cabane qui en résultait n'était pas uniquement la création d'une seule culture, mais plutôt le résultat d'un syncrétisme pratique, un empressement à adopter toute approche améliorant les chances de survie. Cependant, cet esprit de collaboration allait à l'encontre du récit populaire du pionnier autonome. La frontière américaine est souvent dépeinte comme une arène pour la démonstration de l'autosuffisance. Un territoire où des familles isolées ont bâti une vie uniquement par la détermination et la persévérance. La situation réelle s'est avérée plus complexe. La construction d'une cabane nécessitait la collaboration de plusieurs familles pour soulever et placer d'énormes rondins.
Le partage du feu créait des interdépendances inévitables. La collecte de glace exigeait un effort synchronisé. Les individus ne pouvaient atteindre l'autonomie que grâce au système de soutien fourni par la communauté. Les informations étaient échangées, les outils prêtés et les braises ardentes distribuées librement. L'illusion d'autonomie dissimulait la vérité que la survie représentait un triomphe communautaire. Les caractéristiques culturelles nourries par la vie à la frontière étaient authentiques. Pourtant, elles fonctionnaient au sein d'une structure coopérative. La valeur d'un individu était évaluée par sa capacité à aider les entreprises collectives, plutôt que par sa tendance à l'isolement. Un pionnier qui refusait d'aider un voisin à construire une habitation, ou qui retenait des braises ardentes pendant une crise, se retrouverait par la suite sans aide. Si les propres provisions d'un individu venaient à manquer, l'environnement impitoyable imposait l'entraide. L'endurance n'était pas une entreprise solitaire, mais plutôt un équilibre entre l'aptitude personnelle et la dépendance sociétale. Le calfatage nécessitait une nouvelle application. Les poutres en bois gonflent avec la chaleur estivale et se rétractent avec le froid hivernal. À mesure que des fissures apparaissaient, la brise trouvait de nouvelles voies. Ainsi, à chaque saison, les habitants examinaient méticuleusement l'intégrité structurelle de leurs murs, identifiant toute déficience et la corrigeant par la suite. L'habitation était perpétuellement inachevée. Elle fonctionnait comme une entité organique, exigeant un entretien et une attention continue. Le labeur s'avérait monotone, épuisant et incessant, mais il représentait le coût nécessaire pour maintenir la chaleur. Et les habitations méticuleusement entretenues possédaient la longévité nécessaire pour durer de nombreuses décennies, offrant un abri à de nombreuses générations successives. Inversement, une habitation laissée à l'abandon deviendrait inhabitable en seulement quelques années. La collecte de combustible pour les feux était impérative, tout comme la récolte de glace, la conservation de la viande par fumage et la surveillance vigilante du stockage souterrain des aliments. Chaque entreprise revêtait une importance capitale, nécessitant une réflexion approfondie, un effort considérable et une précision méticuleuse. Les colons qui survivaient étaient ceux qui comprenaient que traverser un hiver avec des températures chutant à moins 40 degrés Celsius n'était pas un exploit héroïque solitaire, mais plutôt une succession de routines mineures, appliquées avec constance. Le foyer était entretenu chaque nuit, le calfeutrage des murs inspecté chaque printemps, les blocs de glace récoltés annuellement en janvier et la viande fumée chaque automne. L'endurance était un processus progressif, forgé par des pratiques établies plutôt que par des événements miraculeux. L'expertise nécessaire à l'exécution de ces tâches régulières n'était pas innée, mais transmise de génération en génération. Les immigrants scandinaves possédaient la compétence de l'entaille de rondins, une technique que leurs ancêtres avaient pratiquée pendant des millénaires. Les méthodes Shoshone de conservation des aliments par fumage à froid étaient transmises d'une génération à l'autre. Structure de maison-grange de style allemand. Ces conceptions incarnaient des siècles d'expertise agricole accumulée, développée dans des environnements frigides. Le territoire sauvage était loin d'être une page blanche. Il servait plutôt de carrefour où divers éléments se rencontraient. C'était un lieu où divers héritages intellectuels convergeaient, rivalisaient pour la domination et finissaient par fusionner au milieu d'une intense adversité. Les colons qui prospéraient étaient des individus aptes à identifier des méthodes efficaces, quelle que soit leur provenance, et à les intégrer rapidement. Une telle pensée pratique englobait également l'utilisation des ressources. Aucune ressource n'était inutilisée. La graisse animale rendue du bétail abattu était employée pour imperméabiliser le calfeutrage et pour sceller les ouvertures des fenêtres. L'argile était renforcée avec des cheveux. Les os servaient de composants structurels ou de manches pour les outils. Les peaux d'animaux servaient de couverture de lit et empêchaient les courants d'air. Chaque partie d'une créature abattue remplissait de multiples fonctions. Étant donné que les ressources limitées nécessitaient de l'efficacité, le système économique de la frontière était intrinsèquement cyclique. L'inefficacité menait à la vulnérabilité. L'ingéniosité assurait la survie. L'habitation en bois signifiait plus qu'une simple protection. Elle était la preuve de la capacité de l'humanité à trouver des solutions malgré les limitations. Les pionniers construisant ces édifices manquaient de fournitures industrielles, d'instructions scientifiques formelles ou de ressources financières suffisantes. Leur seule possession était le bois, la terre, les produits d'origine animale et la sagesse ancestrale. Avec cela, ils ont façonné des enceintes isolées, capables de maintenir des environnements habitables dans des régions qui se révélaient souvent fatales aux voyageurs non préparés. Cette habitation fonctionnait comme un mécanisme construit à partir de matières organiques et de roches, alimenté par la combustion et la graisse animale rendue
et maintenue par un labeur incessant. La structure en bois n'a pas vaincu la nature sauvage. Au lieu de cela, elle a trouvé un accord avec elle. L'édifice reconnaissait les restrictions dictées par les conditions météorologiques et l'accessibilité des ressources. Opérant dans ces limites, les pionniers ont accepté l'exigence d'un effort continu et d'une dépendance mutuelle au sein de leur communauté.